Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur Bartolo Vidéo. Le théâtre, c'est un petit peu notre sujet de prédilection sur cette chaîne. On vous fait de la fiction vidéo, un peu comme du théâtre, on vous parle de nos souvenirs de théâtre, on vous annonce nos représentations de théâtre, et on vous montre nos anciennes performances de théâtre. Mais est-ce qu'on vous a déjà vraiment parlé du théâtre ? Comme dirait une infirmière manchot, je ne pense pas. Blague de merde. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé du théâtre de façon globale. Mais on va changer ça avec cette vidéo. Le théâtre, c'est l'art de la représentation d'œuvres par des êtres humains. Nous en conviendrons tous, enfin à peu près. Mais ces œuvres, il faut bien les écrire, et pour ça, il y a des gens que l'on appelle auteurs de théâtre. Ou, de façon plus élégante et classe, dramaturge. Alors il est possible que derrière votre écran, vous soyez déjà perdu. Comment dramaturge ? Mais alors un auteur de pièces comiques ne serait pas considéré comme un dramaturge, puisqu'il n'écrit pas des drames ? Eh bien mon bon ami, bien sûr que si. Un auteur de pièces comiques est un dramaturge, puisqu'il écrit bien des drames. Alors oui, aujourd'hui on a tendance à estimer qu'un drame est une œuvre qui fait pleurer, mais pas du tout. Le mot drame vient du latin drama, lui-même dérivé du grec drama, qui désigne l'action scénique. Toute œuvre théâtrale est donc bien un drame, qu'il s'agisse d'une comédie ou d'une tragédie, et on appellera donc bien un auteur de théâtre un dramaturge. Mais des dramaturges, il en existe des plâtrés, des très connus, des plutôt connus, des moins connus, des méconnus et les inconnus. Aussi, j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler de 20 dramaturges importants dans l'histoire du théâtre. Importants par ce qu'ils ont apporté à cet art, par la quantité d'œuvres qu'ils ont produites, par leurs œuvres en soi, ou juste parce que j'avais envie de vous en parler. Deux petites précisions avant de commencer. Tout d'abord, j'ai longtemps hésité à l'ordre dans lequel vous les présenter. Et finalement, après avoir envisagé un temps d'utiliser un ordre chronologique, j'ai décidé de les classer en fonction du nombre d'œuvres qu'ils ont créées. Cet ordre ne reflète donc en aucun cas mes préférences, d'autant plus que, deuxième précision, avant de faire cette vidéo, je ne connaissais le 3/4 des auteurs que de nom. Ayez donc bien en tête que je ne suis pas un expert en littérature théâtrale, et que la majorité de ce que je vais vous dire ici, je l'ai appris quelques secondes avant d'écrire cette vidéo. Mais, si cette vidéo arrive au moins à vous faire découvrir quelques dramaturges, et à ce que vous soyez suffisamment curieux pour aller vous renseigner sur ceux-ci, et lire quelques-unes de leurs œuvres, ça sera déjà ça de gagner. J'aimerais également remercier mes camarades comédiens de la compagnie Bartolo, qui ont gentiment accepté d'illustrer mes propos en interprétant les quelques extraits d'œuvres que vous découvrirez dans cette vidéo. Bon, l'un des comédiens que vous allez voir n'est pas issu de notre compagnie, mais je suis sûr que vous ne saurez pas déceler lequel. Mais trêve de bavardage, voici mon top 20 des dramaturges majeurs. Numéro 20. C'est rigolo qu'on commence avec celui-ci parce qu'il a un rapport très spécial avec notre compagnie. Je veux bien sûr parler de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Par souci de simplicité, nous l'appellerons Pac. Donc, Pac est un écrivain français, dramaturge, musicien, homme d'affaires du XVIIIe siècle. Alors oui, petite parenthèse, vous allez voir que très peu d'auteurs de cette liste se consacraient uniquement au théâtre. Ils avaient souvent d'autres occupations et parfois l'activité de dramaturge était assez minime par rapport à l'ensemble de ce qu'ils faisaient. Bref, Pac est un acteur important du siècle des Lumières, qui a même été l'éditeur de Voltaire et à qui l'on doit les premières lois en faveur des droits d'auteur. C'est d'ailleurs lui qui a fondé le 3 juillet 1777 la SACD, ou Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Alors petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'une troupe de théâtre, quelle qu'elle soit, joue une œuvre théâtrale, elle doit rémunérer l'auteur de cette œuvre, et c'est la SACD qui se charge de percevoir cette rémunération qu'elle reverse ensuite à l'auteur. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais la SACD mériterait à elle seule une vidéo entière, donc restons-en là et revenons à Pac. Pac, c'est aussi un espion, un marchand d'armes travaillant pour le roi, un homme d'action et de combat qui prendra part à la Révolution française. Homme de lettres le jour. Lorsque la nuit vient, je revais mon costume et je deviens Pac-Man. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Bref, en tant que dramaturge, Beaumarchais c'est quelques pièces seulement, mais parmi lesquelles on trouve une trilogie de comédies connue sous le nom de la trilogie de Figaro, composée de 3 œuvres, bah oui j'ai dit que c'était une trilogie, à savoir Le Barbier de Séville ou La Précaution Inutile, La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, L'Autre Tartuffe ou La Mère Coupable. Les 3 œuvres connaîtront par la suite de multiples adaptations à l'opéra, la plus connue étant Il Barbiere di Siviglia, un opéra bouffe italien qui reste l'opéra le plus célèbre de Gioacchino Rossini, paye ton accent italien. Pour finir avec Beaumarchais, il faut préciser que Le Barbier de Séville raconte l'histoire du comte Almaviva, amoureux de la belle Rosine, et qui va être aidé par son ancien valet Figaro pour soustraire la belle à son vieux tuteur, le docteur Bartolo.
Et oui, c'est bien grâce à Beaumarchais que notre compagnie a trouvé son nom. Rendons-lui donc hommage avec un petit extrait de l'acte 2 du Barbier de Séville, dans lequel Rosine et Figaro parlent du comte Almaviva. Avec qui parliez-vous donc là-bas civilement? Je n'entendais pas, mais... Avec un jeune bachelier de mes parents, de la plus grande espérance, plein d'esprit, de sentiments, de talent et d'une figure fort revenante. Il n'a rien, mais s'il n'eût pas quitté brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelques bonnes places. Mais il a un grand défaut, qui nuira toujours à son avancement. Il est amoureux. Il est amoureux, et vous appelez cela un défaut? À la vérité, ce n'en est un que relativement à sa mauvaise fortune. Ah, que le sort est injuste. Et nomme-t-il la personne qu'il aime? Je suis d'une curiosité. Vous êtes la dernière, madame, à qui je voudrais faire une confidence de cette nature. Pourquoi, monsieur Figaro? Je suis distraite. Ce jeune homme vous appartient et m'intéresse infiniment, dites donc. Figurez-vous, la plus jolie petite mignonne, douce, tendre, accorte et fraîche, agaçant l'appétit, pieds furtifs, taille adroite et lancée, bras dodus, bouche rosée et des mains, des joues, des dents, des yeux. Qui reste dans cette ville? En ce quartier, Dans cette rue, peut-être. à 2 pas de moi. Ah, que c'est charmant pour monsieur votre parent. Et cette personne est... Je ne l'ai pas nommé. C'est la seule chose que vous avez oubliée, monsieur Figaro. Dites donc, vite, si l'on entrait, je ne pourrais plus savoir. Vous le voulez absolument, madame? Eh bien, cette personne est la pupille de votre tuteur. La pupille. Du docteur Bartolo, oui, madame. Ah, monsieur Figaro, je ne vous crois pas, je vous assure. Et c'est ce qu'il brûle de venir vous persuader lui-même. Vous me faites trembler, monsieur Figaro. Dramaturge numéro 19, Claude Magnier. Claude Magnier est sûrement l'auteur le moins connu de cette liste. Et il est possible que vous ne voyez pas directement de qui je parle. Et pourtant, il est l'auteur de plusieurs comédies qui ont fortement marqué le XXe siècle, comme Oscar ou Joe, deux titres que l'on connaît bien en tant que film, mais qui sont des pièces de théâtre avant tout. Si j'ai choisi de mettre Claude Magnier dans cette liste, c'est parce qu'il faisait partie d'une série de petits auteurs, dans le sens où ils ont moins produit et sont moins connus que les grands auteurs classiques. Des petits auteurs donc, qui ont impacté fortement le théâtre du XXe siècle, en proposant des comédies de mœurs légères et sans prise de tête, que l'on pouvait retrouver dans l'émission Au Théâtre ce soir. Au Théâtre ce soir qui diffusera entre 1966 et 1986 411 pièces qui réuniront des dizaines de millions de téléspectateurs venus assister à ces représentations théâtrales enregistrées au théâtre de Marigny où Pierre Arditi, Francis Blanche, Micheline Dax, Jean Carmet, Darry Cole, Marc Mercadier, Robert Lamoureux, Jean Lefebvre ou encore Jacqueline Maillan, pour ne citer que, se démenaient sur scène dans des décors de Roger Hart et des costumes de Donald Caldwell. Ainsi, j'aurais pu choisir de vous parler de Marc Gilbert Sauvageon et son Très à table, du duo Barrier et Grady à l'origine du Don d'Adèle, de Folle Amanda et Potiche, ou encore de Jean Marsan, auteur de la comédie tant appréciée des troupes amateurs, Le Noir te va si bien. Non, sans déconner. Sur le nombre incroyable de 5 troupes amateurs que je connais vraiment bien, 2 l'ont monté. Et l'une d'elles l'a monté 2 fois. Donc ça fait 3 fois. Sur 5 troupes. C'est quand même pas mal. Mais si j'ai choisi Claude Magnier, c'est pour une de ses pièces en particulier, Oscar. Oscar, c'est l'exemple parfait de ces comédies de mœurs légères, dont le principe comique essentiel repose sur une mécanique simple, mais tellement efficace. Vous prenez 3 valises identiques, mais qui contiennent, pour l'une 60 millions de francs, pour l'autre l'équivalent de 60 millions en bijoux, et pour la dernière, les vêtements de la bonne. 3 valises que les protagonistes vont passer toute la durée de la pièce à s'échanger, comme dans une partie de bonne-tout géant, provoquant le rire avec une efficacité incroyable. Mais Oscar, c'est aussi un rôle. Le rôle principal de Bertrand Barnier, qui sera tenu dans un premier temps par Pierre Mondy en 1958, avant d'être repris en 1959 pour 3 ans et 600 représentations, par un comédien alors peu connu à l'époque mais qui deviendra par la suite une véritable star, l'immense Louis de Funès. Ah, mais votre charmante jeune fille. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous m'enverrez bien un carton. Mais c'est tout naturel. Bon, eh bien alors, au revoir, cher ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui.
Numéro 18. Alfred Jarry. Alfred Jarry est un poète, romancier, écrivain, dramaturge, dessinateur et graveur, né à Laval en 1873 et qui écrit ses premières comédies dès l'âge de 12 ans. Il rentre au lycée de Rennes en 1888. Il y fait la rencontre de Monsieur Hébert, un professeur de physique peu respecté de ses élèves qu'il surnomme Père Hébert. Il rencontre également Henri Morin, qui a écrit quelques années auparavant avec son frère aîné, Charles Morin, une petite pièce pour marionnettes appelée Les Polonais, dont le Père Hébert est le personnage principal. Alfred Jarry a alors l'idée de mettre en scène les Polonais. Et ainsi le Grenier des Morins est transformé en théâtre de marionnettes, puis en théâtre d'ombre quelques mois en 1889, pour le plus grand plaisir de leurs camarades de classe. Quelques années plus tard, en 1894, Alfred Jarry demande à Henri Morin l'autorisation de représenter les Polonais. Henri Morin accepte, à condition qu'il modifie suffisamment la pièce pour que rien ne puisse permettre un rapprochement avec des personnes existantes. Alfred Jarry s'exécute, transforme le Père Hébert en Père Ubu et présente ainsi, pour la première fois, ce qui sera son œuvre théâtrale majeure, Ubu Roi. Dès la première réplique, un magistral, la pièce s'est tuée. C'est un véritable scandale. Alfred Jarry remanie ainsi sa pièce en de nombreuses occasions, tout en multipliant les apparitions de son personnage du Père Ubu dans ses œuvres, s'identifiant même à lui vers la fin de sa vie, en imitant sa façon de parler et en signant ses lettres du nom d'Ubu. Ainsi écrira-t-il à l'un de ses amis: « Le Père Ubu n'a aucune tare ni au foie, ni au cœur, ni au rein, pas même dans les urines. Il est épuisé simplement, et sa chaudière ne va pas éclater, mais s'éteindre. Il va s'arrêter tout doucement, comme un moteur fourbu. » Il décède quelques mois plus tard d'une méningite tuberculeuse, demandant comme dernière volonté un cure-dent et laissant orphelin son personnage adoré, le Père Ubu. Merde! Wow! Voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Vous êtes... Pardon, c'est... Que ne vous assomme-je, Mère Ubu? Carrément en verlan, c'est hyper contemporain comme truc. Ce n'est pas moi, Père Ubu, c'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment? Pardon, je t'ai pété un tympan. Oui, mais écoute, j'essaie d'incarner, tu vois, ta Mère Ubu, elle impose, tu vois, c'est... Ouais. Bon, pardon. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame. Certes, oui, je suis content. On serait à moins. Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux? Comment? Oui, pardon. Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-chou, quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon. Oh, on pourrait faire rouler les airs comme ça. C'est hyper... Ou on pourrait ne pas le faire. Numéro 17. L'auteur d'une des pièces de théâtre françaises les plus connues, Edmond Rostand. Né en 1868 à Marseille, Edmond Eugène Joseph Alexis Rostand, on aimait les noms à rallonge à l'époque dis donc, est un écrivain, dramaturge, poète et essayiste français. Il écrit sa première pièce de théâtre à 20 ans avant de passer une licence de droit, son père souhaitant faire de lui un diplomate. Mais si Edmond Rostand s'inscrira bien au barreau, il n'exercera jamais, préférant se consacrer à la poésie. Il écrit quelques pièces qui lui permettent d'obtenir ses premiers succès dès 1894, mais c'est en 1897, alors qu'il est âgé de 29 ans seulement, qu'il triomphe avec LA pièce que le monde retiendra, Cyrano de Bergerac. Et pourtant, Edmond Rostand, il n'y croit pas à cette pièce. Mais pas du tout. Il pense que ça va faire un gros flop. Quelques minutes avant la première de la pièce, le 28 décembre 1897, il réunit sa troupe et lui demande pardon pour l'avoir entraîné dans cette effrayante aventure. Bon, on va pas se mentir, le Edmond, c'était vraiment une brêle pour motiver ses comédiens. Et en plus, il se met le doigt dans l'œil, mais alors bien, jusqu'à l'épaule. Parce que la pièce sera un succès phénoménal. Dès l'entracte, c'est une standing ovation dans la salle. Le ministre des Finances de l'époque vient voir Edmond Rostand en coulisses. Il dégrave sa propre légion d'honneur pour la lui remettre en déclarant « Permettez-moi de prendre un peu d'avance ». Et la représentation se termine par des applaudissements du public pendant 20 minutes. Comme quoi, on peut savoir écrire et être nul pour prédire l'accueil du public. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, au Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cet oblong de capsule?
D'écritoire, Jamy, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupez hâte de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur de tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Emphatique. Aucun vent ne peut, n'est magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur. Oh bah quelle enseigne. Militaire. Pointé contre cavalerie. Enfin parodiant Pyrame dans un sanglot. Le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Le voilà donc, le traître. Ah oui, ça part pas. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome et de lettres. Vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne me permets pas qu'un autre me les serve. Numéro 16. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de dramaturges plutôt spécialisés dans l'écriture de comédie, c'est-à-dire des pièces fonctionnant sur le registre de l'humour, du rire, du lol. Mais il est temps d'accueillir le premier dramaturge de ce classement à avoir privilégié l'écriture de la tragédie, puisque sur les 12 pièces qu'il a écrites, 11 sont des tragédies pour une unique comédie. Je veux bien sûr parler de Jean Racine. Jean Racine, plus fréquemment appelé Racine, ce qui est quand même vachement plus court, est un dramaturge et poète français du XVIIe siècle qui, comme je l'ai dit dans son introduction, est l'un des plus importants dramaturges français à représenter le registre théâtral de la tragédie, avec Pierre Corneille, que nous verrons un peu plus tard dans ce top, comme vous devez vous en douter. Ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse sur les genres théâtraux. De façon hyper simplifiée, le théâtre se répartit sous 3 grands genres. La comédie qui fait rire, la tragédie qui fait pleurer, et la tragicomédie qui est entre les deux. Alors attention, c'est une catégorisation basique et ultra simplifiée de la réalité, et surtout complètement erronée, puisqu'en vrai, il existe de nombreux autres registres théâtraux, comme la farce, le vaudeville, le mélodrame, le drame romantique, le drame satirique. De plus, l'appartenance d'une pièce à un registre plutôt qu'un autre dépend d'un certain nombre de caractéristiques, telles que l'origine des personnages, ou encore l'époque à laquelle se déroule la pièce, ou encore la façon dont s'exerce la liberté, ou la réaction des spectateurs. Quand on considère en plus de tout cela qu'il existe des comédies qui ne font pas rire, on comprend que la question du genre théâtral d'une œuvre est très compliquée à appréhender et mériterait à elle seule une vidéo à part entière. Retenons juste la différenciation simplifiée suivante, une comédie ça se termine bien, une tragédie ça se termine mal. D'ailleurs, les contemporains de Racine n'étaient eux-mêmes pas totalement en accord avec le dramaturge sur cette notion, puisqu'ils ont fortement critiqué sa pièce Bérénice, qui ne se termine pas par la mort de l'un des personnages, et n'était donc pas une tragédie selon eux. Ce à quoi Racine a répondu, en gros qu'il faisait ce qu'il voulait, que s'il disait que c'était une tragédie, c'en était une, et que de toute façon c'est lui qui disait, et pas ce traditionnaliste de Corneille qui allait pas commencer à ramener sa fraise, zut à la fin. Bon, il a pas dit comme ça, mais l'idée est là, parce que s'il faut retenir quelque chose de Racine, c'est son obstination à vouloir s'opposer à Corneille à travers ses œuvres. Parce qu'en effet, si Corneille a réellement ressuscité le genre de la tragédie en France, en lui redonnant ses lettres de noblesse, on considère que c'est Racine qui a amené ce genre théâtral à son accomplissement et son harmonie. Et pour ça, j'ai envie de dire, bravo le veau. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils des Gets, sous les lois de l'hymen je m'étais engagé, mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Le trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps transir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Je l'évitais partout. Ô comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre. J'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes cris éternels l'arrachaient du sein et des bras paternels. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Thésée amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné.
Mes blessures, trop vives aussitôt à saigner, ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur, j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Dramaturge numéro 15, Jules Romain. Louis Farigoule est un écrivain, philosophe, poète, dramaturge français du 19e, 20e siècle, membre de l'Académie française. Et non, je ne me suis pas trompé. Jules Romain est le fils de Henri Farigoule, qui appellera son unique fils Louis-Henri Jean Farigoule. Il est même possible de retrouver des expériences sur la vision extra-rétinienne, publiées sous ce nom en 1919, rien que ça. Mais il décide par la suite de prendre le nom de plume de Jules Romain, le nom que la postérité retiendra. Il rentre à l'Académie française en 1946 en remplacement de Abel Bonnard, un écrivain, homme politique et poète que personnellement je ne connaissais pas, mais qui s'est fait radier de l'Académie pour avoir collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas trop grave. Du coup, si habituellement en entrant à l'Académie française, la coutume veut que l'on place dans son discours un hommage à son prédécesseur, Jules Romain y échappera. Ce qui ne sera par contre pas le cas de Jean d'Ormesson, qui prendra la place de Jules Romain en 1974, après le décès de celui-ci, et qui citera 76 fois dans son discours le nom de Romain, ce qui est quand même pas mal. Mais Jules Romain, c'est surtout le nom sous lequel il signera en 1923 la pièce de théâtre qui reste l'une des œuvres, si ce n'est la seule pour laquelle on se souvient de lui aujourd'hui, Knock ou le triomphe de la médecine. Une comédie qui met en scène un soi-disant docteur, interprété par Louis Jouvet dans sa première création. Rien que ça, un soi-disant docteur donc qui manipule ses patients en suivant une maxime toute personnelle, presque ironique, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. À travers ce personnage, Jules Romain dénonce l'utilisation des peurs de la société pour vendre plus, une critique qui peut se trouver assez réaliste près d'un siècle plus tard. Regardez un peu ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. Entre deux parties de billard jadis, vous n'avez pas pu manquer d'y prendre garde. Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton. Les villages de Mescla et des Trébures s'aperçoivent à gauche. Et si, de ce côté, les maisons de Saint-Maurice ne faisaient pas une espèce de ronflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. Mais vous avez dû saisir là que ces beautés naturelles dont vous êtes friand, c'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste territoire se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grands orgues. 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et les feuillages. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et que je ne vous parle pas des cloches. Songez que dans quelques instants, il va sonner 17 heures. C'est la deuxième prise de température rectale. Et que, dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois... Si Jules Romain était un homme de lettres dont les œuvres dramaturgiques ne représentent qu'une infime partie de son œuvre globale, il en va de même pour le dramaturge numéro 14, Boris Vian. On va tout de suite se mettre d'accord sur un point important. Mettre Boris Vian dans ce classement, c'est stupide, tellement il serait ridicule de le qualifier simplement de dramaturge. Boris Vian est un écrivain, poète,
parolier, chanteur, critique musical, trompettiste, directeur artistique, scénariste, traducteur, conférencier, acteur et peintre. Attention, quand j'ai dit écrivain, je voulais pas dire qu'il a écrit 3 nouvelles. Je voulais dire qu'il s'est adonné à quasiment tous les genres littéraires possibles. Poésie, documents, chroniques, nouvelles, pièces de théâtre, scénarios pour le cinéma. Aujourd'hui encore, on découvre des écrits qu'il a laissés. Et quand on sait qu'il s'amusait à signer certaines de ses œuvres sous des pseudonymes, ça m'étonnerait franchement pas qu'on passe à côté de certains de ses écrits sans imaginer une seule seconde qu'ils sont de lui. C'est bien simple. En une vie, tu n'arriveras pas à faire le quart de ce qu'il a fait dans la sienne. Et comme si ça suffisait pas, il est mort à 39 ans seulement. Boris Vian est un dieu qui a même un astéroïde à son nom. Un putain d'astéroïde. Qui a un astéroïde à son nom, sérieux? Mais Boris Vian, c'est aussi une figure antimilitariste avec des œuvres musicales telles que Le Déserteur. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Ou la Java des bombes atomiques. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. Ou encore des œuvres théâtrales telles que L'équérissage pour tous ou Le Goûter des généraux. Une œuvre à découvrir à partir de l'hiver 2020, interprétée par la compagnie Barthelot. Oui, je profite de cette vidéo pour faire de la pub pour nos prochaines pièces, mais en même temps, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et ben moi, je vous jure que quand on vient vous proposer une guerre, vous mettez le temps à vous décider, vous alors. Je ne connais pas l'exemple de général qui ait poussé son pays à partir en guerre. On prenait n'importe lequel, tenez Gamelin par exemple. Il l'avait bien dit lui aussi. Et Bonaparte alors? Bonaparte c'est malin, c'était un Corse. Ça lui était bien égal que les Français se battent. Vous n'allez pas me dire que c'est des armées corses qui ont envahi la Russie en 1812, non? Vous dites des idioties. Ça m'est égal. D'ailleurs, dire des idioties de nos jours où tout le monde réfléchit profondément, c'est le seul moyen de prouver qu'on a une pensée libre et indépendante. Oh, et puis je perds mon temps à discuter en somme. Le projet est déjà voté. Moi, je voulais faire appel à votre raison. Mais puisque c'est sans espoir, considérez qu'il s'agit d'un ordre. Un ordre? Un ordre de la nation. Dans ces conditions, c'est tout différent. Vous me couvrez? Naturellement. Alors, parfait. Pour quand? Le plus tôt possible. Parfait. Comptez sur moi. Et on continue sur notre lancée des dramaturges qui sont surtout des touche-à-tout littéraires monumentaux, avec un homme qui est peut-être THE écrivain le plus emblématique de la langue française. Je vous demande de vous lever. Oui, tout le monde debout, même toi là derrière ton écran, je te vois. Debout. Lève-toi. Ok, c'est bon. Pour notre 13e dramaturge, Monsieur Victor Hugo. Oui, j'ai bien dit Monsieur Victor Hugo. Parce que vu le level du type, on est obligé de dire Monsieur. C'est bien simple, si Boris Vian était une planète, Monsieur Victor Hugo serait une étoile. Pas une naine bleue, hein. Je veux parler d'une super Maminova. Et je sais de quoi je parle. J'ai lu 3 de ses livres dans ma vie. Eh ouais, quand même. Bon, je vais pas m'étendre trop longuement sur Victor Hugo, déjà parce que je suis pas sûr qu'il soit consentant, mais surtout parce que ce serait trop long, et que tout le monde voit à peu près l'importance du type. Si on devait juste parler de son apport au théâtre, déjà ses 2 romans les plus connus, Notre-Dame de Paris et Les Misérables, ont été adaptés en comédie musicale. Bon, ce qui est ni plus ni moins qu'une forme chantée de théâtre. Et en plus, ça veut dire que c'est grâce à lui qu'en France, tout le monde connaît Garou. Merci Victor. Mais surtout, Victor Hugo a réinventé le théâtre. Comment, me demanderez-vous? Avec une pièce, Conwell. Il l'a écrite en 1827 et elle compte juste 6920 vers. C'est monstrueux. Quand on sait qu'une pièce de Racine, par exemple, compte environ 1600-1700 vers. Conwell, c'est également 88 personnages clairement identifiés, auxquels viennent s'ajouter 32 groupes de personnages. Oui, je les ai comptés. Alors Victor Hugo le sait, la pièce est pratiquement injouable, et elle n'a d'ailleurs jamais été jouée, à l'exception d'une unique représentation le 28 juin 1956, dans une version abrégée d'Alain Trutat. Mais le plus important dans ce texte, c'est sa préface, qui ne prend que 25 pages sur les 329 qui composent le manuscrit. Préface qui constituera l'un des textes fondateurs du romantisme français et dans lequel il expose un nouveau registre théâtral qu'il a imaginé, mélangeant drame historique, comédie, mélodrame et tragédie dans une forme de théâtre, tout en un, le drame romantique. Oui, Victor Hugo a inventé un registre théâtral. Et après ça, pour prouver que c'était possible de le faire, il a créé des drames romantiques, tels que Le Roi s'amuse, Marie Tudor, Hernani, ou encore Ruy Blas. Alors petite précision, quasiment tout le monde connaît Ruy Blas, ou plutôt son adaptation comique au cinéma signée par Gérard Rory
en 1971, sous le nom de La Folie des Grandeurs, avec entre autres Louis de Funès, que nous avons déjà évoqué précédemment, La Boucle est bouclée. Et comme j'ai dit tout à l'heure que Victor Hugo était à l'origine de 2 célèbres comédies musicales, voici un extrait de Ruy Blas, mais en musique, juste comme ça pour le fun. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, je veux votre bonheur, marcher, la chose est faite. Puis grand chose après tout, que du chagrin d'amour. Nous passons tous par là, c'est l'affaire d'un jour. Savez-vous qu'il s'agit du destin d'un empire? Quel est le vôtre à côté? Je veux bien tout vous dire, mais ayez le bon sens de comprendre aussi vous. Soyez de votre état, je suis très bon, très doux. Mais que diable, un laquais d'argile, un bout choisi n'est qu'un vase où je veux verser ma fantaisie. De vous autres, mon cher, on fait tout ce qu'on veut. Votre maître, selon le dessin qu'il émeut, à son gré vous déguise, à son gré vous démasque. Je vous ai fait seigneur, c'est un rôle fantasme. Pour l'instant, vous avez l'habillement complet, mais ne l'oubliez pas, vous êtes mon valet. Vous courtisez la reine, ici par aventure, comme vous monteriez derrière ma voiture. Vroom vroom. Numéro 12. On pourrait croire que le théâtre est l'apanage de la France, puisque sur les 8 dramaturges que j'ai cités jusqu'à maintenant, 8 sont français, ce qui fait à peu près 100%. Bon, c'est pas une science exacte, mais ça doit être à peu près ça. Mais pour ce 9e dramaturge, préparez vos valises, puisque nous partons vers le glacial pays de la vodka, du communisme et du KGB. Oui, j'aime les clichés. Et parlons de Anton Tchekhov. Anton Pavlovitch Tchekhov est un novelliste et dramaturge russe qui exerçait la profession de médecin. Ça veut dire que les quelques 600 œuvres littéraires qu'on lui doit, dont seule une petite partie est composée de pièces de théâtre, il les a écrites entre 2 passions. Ce qui est frappant avec Tchekhov, c'est que si son œuvre dramaturgique est considérée comme comique, bon, un comique russe, certes, auquel nous sommes peut-être un peu hermétiques en France, il a eu une vie relativement peu heureuse. J'avais prévu à la base de vous résumer sa vie ici, mais c'était beaucoup trop long et plutôt triste. Donc à la place, je vous propose un top 20 des merdes qui lui sont arrivées dans sa vie. Oui, c'est un top 20 dans un top 20, je suis un ouf! Numéro 20, sa mère a épousé son père à 19 ans, ce qui est assez jeune, encore que pas tant que ça en Russie. Numéro 19, son père, Pavel Legorovitch Tchekhov, que nous appellerons Papa Tchekhov, c'est plus simple, est un homme violent. Numéro 18, il est le 3e enfant au milieu de 6 enfants et demi. Pourquoi ennemi? Parce que sa petite sœur décédera à l'âge de 2 ans. Numéro 17, Papa Tchekhov est nul pour gérer son épicerie. C'est normal, il est communiste, ceci est un cliché. Et Anton Tchekhov grandit donc dans la pauvreté et la restriction. Numéro 16, Tchekhov a très peu de temps libre puisqu'il doit très tôt aller aider Papa Tchekhov au magasin. Tu parles d'une enfance pleine d'insouciance. Numéro 15, quand Tchekhov n'est pas au magasin, il doit prendre des cours de chant à l'église où Papa Tchekhov est lui-même chanteur, donc 0 temps pour lui. Numéro 14, les parents de Tchekhov souhaitaient permettre à leurs enfants d'acquérir de bonnes connaissances générales. À 8 ans, Tchekhov reçut ainsi un Trivial Poursuite, non je déconne. Ils l'inscrivirent en classe préparatoire au lycée numéro 2 de garçons de Taganrog. Bon ça va, pour une fois c'est pas trop mal, à part que grâce au temps passé à aider au magasin et au cours de chant, Anton redoublera 2 fois. Numéro 13, si Tchekhov est connu pour être un enfant discret et réservé, au lycée il se révèle porteur d'un humour prononcé qui se traduit par des commentaires satiriques et mauvais tours à l'égard de ses professeurs. Bref, c'est un petit con. Et même si c'est pas un problème pour lui, c'en est un pour ses profs, donc ça compte. Petite pause dans ce top pour préciser que c'est à cette époque qu'il se passionne pour le théâtre, passant le peu de son temps libre à aller assister à des représentations théâtrales et à créer un théâtre dans sa maison pour mettre en scène des pièces avec ses frères. Mais reprenons notre top des merdes arrivées dans la vie de Tchekhov. Numéro 12, Papa Tchekhov, qui est nul pour gérer sa boutique, rappelons-le, est obligé de déclarer son commerce en banqueroute, ce qui à l'époque signifie risquer de se faire incarcérer. Donc, numéro 11, Papa Tchekhov scelle son magasin et s'enfuit à Moscou. Quelques mois plus tard, il est rejoint par numéro 10, Maman Tchekhov, qui emmène avec elle une partie de ses enfants et laisse sur place Anton et son frère Ivan, qui sont alors tous deux élèves au lycée de Taganrog. Numéro 9, Tchekhov, qui n'a alors que 16 ans, doit se débrouiller seul pour subvenir à ses besoins. Pour cela, il donne des leçons particulières et liquide le reste des biens de ses parents. Mais comme Tchekhov est un enfant qui aime ses parents,
Numéro 8, il envoie une partie de ses maigres revenus à sa famille à Moscou. Et précisons que dans le même temps, il est obligé de louer un petit coin de l'ancienne demeure familiale qui est revenu à l'un des créanciers de Papa Tchekhov. Bref, c'est la loose pour Anton. Mais l'horizon semble s'éclaircir et l'espoir renaître puisqu'il obtient son diplôme en 1879, obtient une bourse et rejoint sa famille à Moscou le 8 août 1879 pour entreprendre ses études de médecine. Tout s'arrange. Ou pas. Numéro 7. Pendant ses études de médecine, il doit vivre avec toute sa famille dans un logement beaucoup trop petit pour une famille aussi importante que la sienne, ce qui complique considérablement la préparation de ses examens. Dans le même temps, Tchekhov va prendre conscience que l'écriture peut se révéler une importante source de revenus et décide donc d'y consacrer une part importante de son temps libre, arrivant ainsi à publier tant bien que mal plus de 200 récits avant d'être nominé en tant que médecin en 1884. Pourquoi tant bien que mal ? Eh bien, puisque, numéro 6, Tchekhov doit faire face à divers problèmes, parmi lesquels la censure d'État. Et la merde ne s'arrête pas là, puisque, numéro 5, son activité de médecin ne lui permettra pas de vivre convenablement. Et ce sont ses écrits qui lui permettront de faire vivre sa famille. Pas juste lui, sa famille, c'est-à-dire Papa Tchekhov, Maman Tchekhov et la fratrie Tchekhov. Numéro 4, à partir de 20 ans, Tchekhov est atteint d'une forme pulmonaire de tuberculose qui va se développer de plus en plus, le faisant souffrir et le tuant en 1904. Mais j'anticipe un peu, puisque, numéro 3, en 1898, son père décède. Bon, ça c'est pas trop grave, on va dire, vu qu'il est un peu nul. Mais, la même année, il rencontre Olga Knipper, une comédienne qu'il épousera en 1901 en petit comité. Lui s'impromise 4 témoins, c'est-à-dire le minimum pour que le mariage soit valide. Et c'est plutôt top tout ça. Où est le problème, me demanderez-vous ? Eh bien, Tchekhov n'aura pas de descendance, puisque la même année, Olga Knipper fait une fausse couche. Numéro 2. Les deux époux passeront la majorité des 6 ans leur restant à vivre ensemble, séparés. Olga jouant à Moscou et Tchekhov devant rester en Crimée pour raison de santé. Et enfin, numéro 1. En janvier 1904, il se rend pour la dernière fois à Moscou, à l'occasion de la première de sa dernière pièce, La Cerisée. Cette dernière œuvre théâtrale, il l'a pensée et écrite comme une comédie. Sauf qu'il découvre alors que le metteur en scène a décidé de la monter comme une tragédie. Anton Pavlovitch Tchekhov décède 6 mois plus tard. Tchekhov a eu une vie tragique et on a tendance à lui attribuer la création d'œuvres tragiques, bien qu'il ait écrit des comédies. La dramaturgie de Tchekhov représente aujourd'hui encore un défi pour les metteurs en scène, de par sa nature extrêmement contrastée. Mais comédie ou tragédie, rendons hommage à ce grand dramaturge russe par un petit extrait de La Cerisée. Comment la vente s'est-elle passée ? La cerisée est vendue ? Elle l'est. Qui l'a achetée ? C'est moi qui l'ai achetée. Oui, c'est moi qui l'ai achetée. Attendez. Tout ce bruit dans ma tête, là, je ne puis parler. Nous arrivons à la vente et nous y voyons Deriganov. Léonid Andreevitch n'avait que 15 000 roubles pour enchérir. Berganov en propose 30 000, toutes dettes payées. Alors, j'en propose 40 000, je m'accroche. Et il me dit 45 000. Alors je lui dis 55. Il n'enchérissait que de 5 000 en 5 000 et moi de 10 000. Enfin, ça a fini. Je lui ai proposé 90 000 roubles. Et le bien m'est resté. La cerisée est maintenant à moi. À moi. Mon Dieu Seigneur, la cerisée est à moi. Dites-moi donc que je suis ivre, que je suis fou, que tout cela n'est qu'une illusion. Ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père pouvaient sortir de leur tombe et voir comment leur émolaille que l'on fouettait, qui savait à peine lire, qui l'hiver courait pieds nus, comment leur émolaille a acheté le plus beau bien qui soit sur la terre. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient serfs et où on ne les laissait même pas entrer à la cuisine. Je rêve. Cela me fait paraître ainsi. C'est une erreur. Et les musiciens, jouez. Je désire vous entendre. Vous viendrez tous voir comment Emolai Lopakhin met la hache dans la cerisée. Comme les arbres tombent par terre, nous bâtirons des maisons pour nos fils et nos petits-fils qui viendront ici vivre une vie nouvelle. Musique, joue.
Bon, nous ne sommes qu'à la moitié de ce top 20, mais je pense qu'on a tous besoin d'une petite pause. Alors je vous propose de nous arrêter ici pour l'instant et de nous retrouver dans quelques semaines pour la partie 2 du top 20 des dramaturges majeurs. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche, laissez le petit pouce bleu qui fait plaisir, commentez, partagez la vidéo, et moi je vous dis à bientôt sur Bartolo Vidéo.